C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de cette édition du 16 août, recensement biométrique des fonctionnaires guinéens. Au moins 11 000 agents publics sont concernés par l'opération. Le coup d'envoi a été donné au ministère de la fonction publique ce matin. Coopération Guinée-Sierra Leone, un accord vient d'être trouvé pour la formation des chercheurs en langue anglaise. Ceux-ci entrent dans le cadre de leur perfectionnement. Enfin, plusieurs infrastructures sociales de base sortent de terre, des réalisations qui honorent l'engagement des autorités de la transition à poursuivre le développement. À la base, nous vous ferons découvrir certains chantiers et sites à Cancan. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. En marge de la célébration de l'Assomption, la première dame de la République a fait don de vivres à l'orphelinat de Boké. Elle s'est parlée à la place des martyrs de la région où elle fut accueillie avec tous les honneurs par la population de Kakandé. Les détails dans ce compte-rendu de Oumar Barré. La journée de ce mardi 15 août a débuté à Boké par la participation de la première dame de la République à la messe de l'Assomption dans la paroisse locale Sacré-Cœur, où elle s'est jointe à la communauté pour des prières et des moments de réflexion. Je tiens à exprimer ma gratitude au nom de mon époux, son Excellence le colonel Lamadi Doumbouya, pour votre présence et votre engagement envers notre belle région. L'Assomption de la Vierge Marie revêt une grande importance pour chacun d'entre nous. C'est un moment où nous rendons hommage à Marie, Mère de Jésus, qui a été élevée au ciel par la grâce divine. Cet instant de réflexion et de prière nous invite à méditer sur sa vie exemplaire et son amour inconditionnel. Elle incarne un modèle de foi, de résilience et de dévouement pour nous tous. L'Assomption de cette année 2023 survient dans un contexte où le monde fait face à divers défis. Nous devons puiser dans l'exemple de Marie pour trouver l'espoir et la force nécessaire afin de surmonter ces épreuves. Sa vie nous rappelle que même au cœur des moments les plus obscurs, la lumière de la foi peut nous éclairer et nous soutenir. C'est pourquoi je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui, chère population de Kakandé. Je vous présente ici et témoigne de votre engagement et de votre détermination à faire entendre votre voix dans notre société. Ensuite, la première dame de la République a visité un orphelinat en périphérie de la ville de Boké, où elle est venue en aide aux jeunes vulnérables en leur offrant des vivres et des équipements domestiques. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de Madame Lauriane Doumbouya pour son dévouement envers les causes humanitaires. Ça, c'est une maison d'accueil pour les enfants. Et j'ai plusieurs des enfants avec des différents besoins. J'ai 115 enfants pour le moment. Nous sommes en train de rénover la maison. Nous sommes à l'autre côté là-bas, une autre maison pour quelques temps. Et ici, on doit remodeler pour accueillir mieux les enfants. Je suis content parce qu'avant, personne ne connaissait que nous étions là. Maintenant, aujourd'hui, il a communiqué avec le gouvernement et ils sont venus pour nous rendre visite. Les enfants qui sont là sont encadrés par elle et les aînés. Donc, ce qui fait du centre un foyer. Ce foyer a été créé en 2010, comme elle l'a dit. Et présentement, ce centre compte 75 enfants, dont 27 filles, qui sont tous référés parce qu'ils souffrent d'une vulnérabilité. Et généralement, c'est des enfants qui sont placés ici, qui sont soit des orphelins, des enfants abandonnés, ou bien des enfants qui sont ici des filles-mères, ou bien des enfants même ici des familles d'extrême pauvreté. Le besoin, comme elle l'a si bien dit, vous voyez ici, c'est un bâtiment inachevé. Elle voudrait bien qu'on l'aide à achever ce bâtiment pour qu'elle puisse héberger ses enfants ici. Après sa visite à l'orphelinat, la première dame s'est dirigée vers la place des martyrs de Boké, où la foule l'attendait avec impatience. Ici, une mobilisation enthousiaste en l'honneur de la première dame a eu lieu en marge de la célébration de l'Assomption. Dans une atmosphère de joie, les citoyens de Boké se sont unis pour témoigner leur soutien
et leur appréciation envers la Première Dame en organisant un concert de la paix afin de rendre hommage à son engagement envers les femmes et les couches vulnérables du pays. Le concert de la paix, animé par des artistes locaux renommés tels que Petit Kandia, Oudi Premier, Instinct Killer et Lévi Bobo, pour n'en nommer que quelques-uns, a été une célébration de l'unité et de l'harmonie, des valeurs chères à la Première Dame et au chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Des représentants de groupes de jeunes et de femmes, ainsi que les autorités l'ont également pris la parole pour saluer les efforts de la Première Dame. Je commencerai par exprimer la satisfaction de toute la jeunesse de Boké par rapport aux acquis du gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dans sa vision de réforme, de refondation de l'État et du développement national. Nous sommes convaincus, avec cette vision, nous pouvons espérer un avenir meilleur. Dans son discours, la Première Dame de la République a exprimé sa gratitude envers les habitants de Boké pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation. Madame Lauriane Doumbouya a souligné son engagement à veiller avec détermination pour améliorer les conditions de vie de ces populations et à promouvoir l'égalité des sexes à travers le pays. Après avoir écouté et entendu les femmes de Zérékoré et de Cancan, c'est naturellement que je suis venue à Boké, sachant déjà votre travail acharné, votre résilience et votre dévouement pour des causes nobles. Vous êtes des modèles de courage et de persévérance et je suis fière de vous compter parmi nous. Nous mettrons l'occasion à profit pour partager vos préoccupations, vos réussites et vos aspirations. Vos voix sont très importantes et je m'engage à les porter plus haut. Ensemble, nous allons contribuer à la promotion de l'égalité des genres, à l'autonomisation des femmes, à la création d'un environnement propice à l'épanouissement de la femme guinéenne. Chères femmes de Kakandé, je vous encourage à continuer à vous exprimer, à vous mobiliser et à vous engager. Votre voix compte, vos actions ont un impact. Ensemble, nous pouvons briser les barrières et construire un monde où chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Je suis convaincue que nous pouvons accomplir de grandes choses en travaillant main dans la main. C'est en unissant nos forces, en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement dans nos initiatives que nous pourrons créer un avenir meilleur pour toutes les femmes de notre pays. Je tiens à vous remercier encore une fois pour cette grande mobilisation. Je suis impatiente de travailler avec vous pour un avenir plus inclusif et égalitaire. J'adresse également mes hommages à ceux qui travaillent sans relâche dans l'ombre et sans rien attendre en retour pour faire de notre pays un symbole de pardon, d'harmonie et de solidarité. La mobilisation de la population de Boké témoigne de l'impact positif que la Première Dame exerce sur la vie des citoyens et de son rôle inspirant en tant que défenseur des droits et du bien-être des femmes et des vulnérables. Ce concert de la paix organisé en l'honneur de la Première Dame a été en tout cas un véritable témoignage de l'attachement de la population de Boké à ses causes et à son dévouement pour promouvoir la paix et l'égalité. Ces actions reflètent les valeurs essentielles de la... À présent, ces décret dès 2023 183 PRG CNRD SGG portant nomination du président du conseil d'administration du Fonds d'aide pour le développement du sport. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Monsieur Lamine Camara, conseiller chargé des questions de finances publiques au ministère de l'économie et des finances, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'aide pour le développement du sport FADES. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2023 184 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation
création de la Bibliothèque nationale de Guinée. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attributions. La Bibliothèque nationale de Guinée, en abrégé BNG, est un service rattaché au ministère en charge de la culture. Sous l'autorité du ministre en charge de la culture, la Bibliothèque nationale de Guinée, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission d'assurer la gestion du patrimoine documentaire national. À ce titre, elle est particulièrement chargée de collecter, traiter et conserver le patrimoine documentaire national imprimé et la documentation étrangère, gérer le dépôt légal et assurer la publication de la bibliographie nationale, diffuser les produits documentaires relatifs au pays, favoriser l'accès aux fonds documentaires à travers des techniques de l'information et de la communication, contribuer à la promotion des activités documentaires nationales, apporter des appuis conseils aux bibliothèques et centres de documentation publics et privés, établir et entretenir des relations de coopération avec les institutions similaires, assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel national écrit ou véhiculé, la tradition orale, constituer la mémoire de la nation, participer à la mise en commun des ressources documentaires du pays avec les autres partenaires, participer aux réseaux internationaux d'échange et de partage de l'information et du savoir. La Bibliothèque nationale de Guinée est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la culture. Chapitre 3, dispositions finales. Le plan décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2023 186 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du service national des industries culturelles et créatives. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Le service national des industries culturelles et créatives, en abrégé SNIC, est un service rattaché au ministère en charge de la culture. Sous l'autorité du ministre en charge de la culture, le service national des industries culturelles et créatives de niveau hiérarchique, équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission d'assurer la promotion des industries culturelles et créative. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les normes relatives aux industries culturelles et créatives, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de développement des industries culturelles et créatives, de soutenir la création et le développement des plateformes numériques dédiées à la promotion et à la vente des produits et services des industries culturelles et créatives, de soutenir les projets portés par des PME et PMI évoluant dans le domaine des industries culturelles et créatives, de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au développement des industries culturelles et créatives, de favoriser la recherche, l'innovation et la créativité au niveau des produits et services culturels guinéens, de favoriser l'implication des opérateurs économiques dans le développement des industries culturelles et créatives, de renforcer les capacités techniques et professionnelles des acteurs évoluant dans les industries culturelles et créatives, d'établir la cartographie des industries culturelles et créatives du pays, de favoriser la construction et l'équipement des infrastructures culturelles et créatives, de participer aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales traitant des questions d'industrie culturelle et créative. Le service national des industries culturelles et créatives est dirigé par un directeur général nommé par décret du président de la transition, proposition du ministre en charge de la culture. Le directeur général coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités du service national des industries culturelles et créatives. Chapitre 3, disposition finale. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures
antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2023 185 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète chapitre 1, mission et attribution. Sous l'autorité du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'inspection générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. À ce titre, elle est particulièrement chargée de veiller au respect de l'application de la politique de la culture, du tourisme et de l'artisanat, d'assurer le contrôle interne de tous les services du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et de tout autre organisme et institution impliqués dans les activités à réaliser au compte du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, d'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues au service du ministère, d'organiser ou d'effectuer les missions d'audit, de répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le ministre sur une structure du département et de donner des avis motivés, d'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, de préciser les passations de services au sein du ministère, d'assurer l'arbitrage entre les services du département, de s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs du ministère, de veiller à la mise en œuvre des recommandations des inspections externes, de s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du ministère en relation avec les services concernés, d'instruire sur ordre du ministre toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une réclamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services, d'accomplir toute mission spécifique confiée par le chef du département dans le cadre du service, de participer à l'examen des rapports d'activité des services et des organismes publics relevant du ministère. L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. L'inspecteur général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'inspection générale. Chapitre 3, disposition finale. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 août 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, ouverture ce lundi de la cérémonie de présentation du document de programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026 au Conseil national de transition, un débat d'orientation budgétaire qui consiste à impliquer l'ensemble des acteurs sociaux, politiques et économiques dans l'élaboration du budget de l'État. L'autre objectif est de permettre à l'organe législatif d'avoir une visibilité sur les projets et programmes en cours d'exécution et en perspective. Abdoulaye Diallo. Il y a quelques mois, la famille et les amis du jeune étudiant Mohamed Bachir Bari ont lancé un SOS à la suite d'une détresse sanitaire dont souffrait le jeune de 23 ans en Turquie. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, avait alors demandé à son ministre des Affaires étrangères de faire le nécessaire. Plusieurs mois après, Bachir, qui souffrait du cancer du sang, est rétabli. D'où cette visite de remerciement à l'endroit du président de la République. Je suis très ému, très content et je remercie vraiment monsieur le ministre et le président le colonel Mamadi Doumbouya et tout le gouvernement guinéen de m'avoir pris en charge dans cette maladie. On me manque pour dire combien de fois
je suis satisfait. Le simple fait d'aller visiter dans l'hôpital dans lequel mon fils était admis, et avec tout le désespoir que je ressentais en ces moments, m'a rassuré. La prise en charge aussi qui a été effectuée m'a une fois de plus confirmé de sa récupération. Parce que pour moi, tout était fini. J'étais dans le désespoir total. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger salue le geste humanitaire du chef de l'État pour sauver la vie d'un compatriote en détresse. Nous avons demandé au gouvernement turc de nous aider à le prendre en charge et c'est ce qui a été fait. Il est sorti donc de cette grave maladie et ensuite la participation d'un de nos compatriotes, son ami, M. Yassine, le jeune Yassine, qui est resté à côté de lui, qui a abandonné aussi ses études, qui est resté à côté de Bachir tout le temps de sa maladie. Il n'y a rien de désespéré. Nous n'avons pas qu'appliquer la politique du président. Un Guinéen qui a des problèmes, c'est toute la Guinée. On ne le dira jamais assez. Maintenant, il reste la seconde moitié, c'est ce que nous allons faire. Nous avons demandé aussi une bourse pour lui, pour qu'il continue tranquillement ses études en Turquie. Bachir est en 3e année en physiothérapie dans l'unité turque. Après 6 mois de traitement totalement pris en charge par le gouvernement guinéen, il revient au Bercail pour voir sa famille. Le processus continue sous la charge de l'État. Vous l'avez compris, c'était donc un élément sur un compatriote guinéen vivant en Turquie qui souffrait de cancer de sang. Il a donc été sauvé grâce à la bonne volonté du gouvernement de la transition. Ce matin, accompagné de ses parents, Mohamed Bachir Barry a été reçu par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté. C'était donc un reportage de Makeme Donzo. Et c'est parti pour le recensement biométrique des fonctionnaires guinéens. L'opération concerne au moins 117 000 agents publics. Pendant 44 jours, les agents recenseurs feront le tour de l'ensemble des départements ministériels. Le temps a été donné ce mardi à la fonction publique. Occasion pour le ministre de mettre un accent particulier sur la nécessité de conduire cette opération à terme. Mamadi Terna-Kemisoka. Très attendue, elle est enfin lancée. L'opération d'enrôlement biométrique de l'ensemble des fonctionnaires guinéens débute par le ministère du Travail et de la fonction publique. Pendant 44 jours, des agents recenseurs feront le tour de tous les départements ministériels et de l'intérieur du pays. Ce recensement biométrique ne concerne que les agents ayant déjà le récépissé du pré-enrôlement. L'effectif global prévisionnel est de 117 017 à peu près. Mais sur la base du pré-enrôlement, on se retrouve à peu près avec, disons, 86 000, 87 000 agents qui normalement sont censés passer la biométrie. C'est-à-dire ceux-là qui se sont effectivement fait pré-enrôler et qui ont soumis leur dossier. Parce que même si vous faites pré-enrôler, si vous n'avez pas soumis votre dossier, normalement, vous ne pouvez pas passer à l'instant T la biométrie. Cette biométrie prend en compte les empreintes digitales, faciales et lisses, ce qui devrait permettre à l'agent public de bénéficier d'une carte professionnelle unique qui lui donne droit à la couverture sociale et sanitaire. Pour l'instant, on lance le ministère du Travail et de la fonction publique, mais il faut retenir qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons lancer certains ministères, 8 autres ministères, et puis mercredi aussi 9 autres ministères. En somme, dans les 2 prochaines semaines, nous allons lancer les 45 sites d'enrôlement sur Conakry. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés en phase de l'enrôlement biométrique. Donc, nous avons plusieurs équipements qui ont été livrés pour cette biométrie. Je voudrais remercier l'État guinéen qui a fait confiance à une société locale. Une 50aine de tablettes est mobilisée pour l'opération et chaque tablette numérique peut enrôler entre 60 et 80 fonctionnaires par jour. L'objectif est d'aller vite afin de doter le pays d'un fichier unique de gestion administrative et de soldes fugaces. L'attente principale, c'est de ressortir les effectifs réels de la fonction publique et donc
plus tard, sur la base des effectifs réels, déterminer avec exactitude la masse salariale que l'État débourse à la fin de chaque mois, qu'à partir de là, une fois le travail totalement réalisé à Conakry et à l'intérieur du pays, nous devrons avoir désormais un seul agent, un seul matricule, un seul salaire. L'enrôlement biométrique qui vient de démarrer ne ferme pas pour le moment la porte aux fonctionnaires qui n'ont toujours pas fait le pré-enrôlement. Ils ont jusqu'au 21 août prochain pour se déclarer à leurs ressources humaines. Faute de quoi, ils se verront définitivement écartés des effectifs de la fonction publique guinéenne. Préservation des réserves de biosphère en Guinée. Un accord de coopération scientifique a été signé ce lundi entre le service national du programme sur la biosphère et l'université Ernest Koroma de la Sierra Leone. Ce partenariat permettra aux chercheurs guinéens de s'améliorer en anglais, n'est-ce pas, Mamadou Saliouba? À l'université Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, la mission du service national du programme sur l'homme et la biosphère est venue sceller un partenariat avec cette institution d'enseignement supérieur. Un accord de coopération pour la formation des cadres en langue anglaise afin d'améliorer la recherche et la publication dans les revues scientifiques de renommée internationale. Le service MAB dont j'ai l'honneur de diriger est un centre de recherche qui regroupe en son sein plusieurs chercheurs. Alors pour permettre à ces chercheurs de s'intégrer davantage dans la communauté scientifique, nous avons initié l'établissement d'un accord cadre de coopération avec l'université Ernest Bai Koroma de la République de Sierra Leone pour la formation de ces cadres en anglais. L'anglais est devenu aujourd'hui incontournable pour la publication d'articles scientifiques, surtout dans des revues internationales indexées à Scopus et Thomson. To this memorandum of agreement, sans parler des différences de culture et de la langue, je pense que si nous on arrive à parler la langue française couramment et aussi ils arrivent à parler la langue anglaise couramment, ça va nous aider dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement, même dans les domaines des différentes coopérations entre les deux pays. A memorandum of agreement signed with them. Avec cet accord de partenariat, c'est une coopération scientifique qui est scellée entre la Guinée et la Sierra Leone, deux pays liés par l'histoire et la géographie. L'Afrique ne peut pas continuer toujours à compter sur l'étranger. Donc aujourd'hui, notre attente vraiment, c'est renforcer alors cette fraternité-là entre les pays africains. Le service national du programme sur l'homme et la biosphère du ministère guinéen de l'enseignement supérieur et l'université Ernest Bai Koroma sont désormais liés pendant 5 ans. Dès la prochaine rentrée universitaire, les cadres du programme sur l'homme et la biosphère seront reçus dans cette institution d'enseignement supérieur de la Sierra Leone. Dans un autre registre, protection des ressources naturelles, une rencontre réunit en ce moment à Conakry les États membres de l'Union du fleuve Mano. Il sera question de procéder à la validation d'un document stratégique visant à protéger les ressources transfrontalières de la Mano River Union. Alpha Isiagaba, reportage. La protection des ressources transfrontalières de l'Union du fleuve Mano est une préoccupation des États membres de l'institution ouest-africaine. Ici sont réunis les représentants des pays membres de la Mano River Union. C'est la validation du rapport provisoire du programme d'action stratégique. Et ces plans stratégiques et les plans d'action d'investissement sont des plans qui permettent non seulement de faire une étude diagnostique sur la gestion des ressources en eau entre ces 4 pays qui appartiennent à l'Union de fleuve Mano, donc, mais également de voir quelles sont les solutions idoines, durables, qui peuvent être apportées afin que nos ressources naturelles, les ressources en eau bien entendu, soient bien gérées. I will implement
Après cet atelier, ce que nous allons faire, c'est de faire de sorte que nous puissions maintenir une gestion durable de nos ressources en eau et aussi la protection de l'environnement et la restauration aussi des terres dégradées. À cette rencontre de Conakry, les menaces qui pèsent sur les bassins de Makonna, Kabako, Lenteng et Mano préoccupent ces États membres de l'Union de fleuve Mano. Déjà, des mesures de protection sont envisagées. Il est question aujourd'hui, avec ces actions validées-là, au retour de Conakry, donc de mettre en œuvre ces actions qui seront validées et donc qui vont contribuer à préserver nos ressources naturelles, mais également à améliorer le quotidien de nos populations. So we are here today to see how we can validate. L'objectif principal de cet atelier, c'est par rapport à la résolution des problèmes frontaliers et aussi à la gestion des ressources en eau des pays de la Mano River Union. La rencontre va durer 3 jours, 3 jours d'intenses travaux pour la sauvegarde des ressources naturelles et forestières transfrontalières de l'Union du fleuve Mano, composée de 4 pays, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Nous poursuivons cette édition lutte contre la mortalité infantile. Le gouvernement guinéen et ses partenaires bi- et multilatéraux s'activent sans relâche dans le combat. Pour matérialiser cette volonté, une nouvelle couveuse est offerte à l'hôpital régional de Kankan. Cette action de la fondation Makongo Family Charity vise à accompagner les nouvelles autorités dans la couverture sanitaire du pays. Bakary Bambakon, des reportages. Au centre des préoccupations du CNRD, la santé pour tous. Pour y arriver, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers unissent leurs efforts. C'est dans cet esprit que cette couveuse vient d'être mise à la disposition de l'hôpital régional de Kankan afin de sauver la vie des enfants nés avant les 9 mois. L'initiative est de la fondation Makongo Family Charity en collaboration avec le CD d'Andiaya 4. On a constaté que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de cette couveuse. C'est pourquoi mon père quand il a parlé de donner les couveuses, on a dit d'envoyer une à Kankan parce que la population de Kankan en avait vraiment besoin. Sauver des vies à Kankan, c'est sauver des vies dans le monde entier. L'équipement qui a été donné, nous sommes sûrs et très rassurés que l'hôpital régional de Kankan va faire bon usage. La nouvelle couveuse va favoriser le maintien des enfants prématurés à une température normale et leur apporter beaucoup d'autres soins. Son obtention par l'hôpital régional soulage le service de la pédiatrie, principalement celui de la néonatologie, dans sa lutte contre le taux élevé de mortalité des nouveau-nés en situation difficile, à en croire le directeur général. Hier, je peux dire, presque tous les enfants nés avant terme, la majeure partie, près de 90% mouraient. Aujourd'hui, c'est un don parmi d'autres qui va substantiellement améliorer les conditions de traitement de ces enfants dans ce service-là. Je remercie MAFAC de ces bonnes initiatives pour Kankan. Je bénis l'hôpital et je bénis tous les gens qui nous ont aidés à avoir ces bijoux dans notre hôpital. À la différence des autres couveuses de cet hôpital, la présente couveuse permet de garder 2 prématurés au même moment. Dans l'actualité encore à Kankan, plusieurs infrastructures sociales de base sortent de terre. Je vous le disais au sommet donc, des réalisations qui honorent l'engagement des autorités de la transition. Nos correspondants basés dans la région et sur certains sites ce matin, compte rendu de la visite avec Diamant Kaba. Pour faire face à la croissance continue de la population, des projets d'urbanisme sont soutenus par les autorités de la transition. La capitale de la savane guinéenne s'offre un nouveau visage à travers la réalisation de plusieurs infrastructures. Parmi les grands travaux entrepris figure la rénovation de la Villa Sidi. À 80% d'exécution, le site de la Mamaya progresse également pour soutenir la diversité culturelle du pays. Dramé Oumar II, un vieux établissement scolaire, connaît un changement pour soutenir l'éducation des enfants. Nous, anciens élèves de l'école Dramé Oumar, quand on va aujourd'hui à l'école Dramé Oumar, on voit ce qui est en train d'être fait là-bas. Ça nous donne un ouf de soulagement. Parce que Dramé Oumar d'hier et Dramé Oumar d'aujourd'hui a un grand écart. Que ce soit à Conakry ou dans les villes de Guinée,
nous voyons tous les actions de développement et de progrès. Pour ceux qui étaient à Kankan, qui ont vu comment la Villa Sili était avant et comment la Villa Sili se présente aujourd'hui, franchement, nous devrons le remercier. Des performances dans le domaine des infrastructures routières sont perspectives à Kankan. À l'heure de la modernisation, Nabaya prend son envol pour tourner la page du calvaire des habitants. Des voies de contournement du centre-ville seront également construites. Le bitumage de 10 km prévu pour le quartier Banankoroda fait du chemin. Des résultats obtenus grâce à la vision du colonel Mamadi Doumbouya. Autre corridor en cours de construction, Kankan-Soumankoyi. Un vent de renouveau enclenché pour le bien-être des populations. Gouvernement koni bara la janye fifi parce que caniveau bara la sla ila benka mani balete gi wodi ay sorana mbulo caniveau lani ler menna mantro si tanka ite donana bon kono ko sino antum bara toronu gitu yedo na fanna bon kono. Sous le regard des usagers du tronçon Kankan-Mandiana, des pas en avant pour afficher la volonté du gouvernement de soutenir la fluidité du trafic routier. Un engagement du président de la transition qui redonne de l'espoir aux routiers. Nous pensons que l'attachement que le gouvernement a pour le bien des citoyens, tout sera mis dans l'ordre avant que ces moments n'arrivent. Nous avons grand espoir sur eux, nous comptons sur eux, tout en priant Dieu vraiment que tout se réalise, vraiment comme nous le souhaitons. À Ouassolon, la construction de ce pont est l'un des grands chantiers des autorités du CNRD. Sa réalisation affiche l'ambition de mettre fin aux noyades et faciliter l'acheminement des produits agricoles vers le centre-ville. Nous revenons en Basse-Côte, précisément à Kamsar, où les autorités du ministère des Mines et la Direction générale de la douane ont procédé à l'opérationnalisation du laboratoire d'analyse de Kambalata. Son obtention a été possible grâce à la coopération russo-guinéenne, une opportunité permettant aux exploitants miniers de procéder à l'analyse de leurs échantillons à petit prix. Maïmouna Bella Diallo, reportage. Nous sommes à Kamsar, une zone industrielle par excellence où sont installées quelques-unes des compagnies minières les plus importantes du pays, comme la CBG et la GAC. Tout près du fleuve Rio Nunez est bâti le laboratoire d'analyse et de contrôle de la qualité de la bauxite exportée de la Guinée. Ce laboratoire ultramoderne est d'une capacité journalière de 360 échantillons. La réalisation de ce bijou a été rendue possible grâce à la coopération russo-guinéenne, à travers la compagnie Russal, en le mettant à la disposition de la douane nationale qui, à son tour, a accepté de collaborer avec le ministère des Mines et de la Géologie par le biais du laboratoire national. Ce laboratoire, selon vu avant aujourd'hui, on dit qu'il est même prêt à être certifié parce que tout est codifié. Ce laboratoire, dès que tu rentres dedans, tu sauras que c'est celui qui l'a placé, connaît les normes. Donc dès qu'on voit une machine, on sait tout de suite comment il faut le faire fonctionner. Les miniers n'auront pas ici à se plaindre. Dire que aller jusqu'à Conakry, ça prend combien de temps, l'analyse et puis retourner les résultats. Mais là, nous sommes à proximité des sociétés minières. Ce bijou offert par la société Russal, situé au quartier Kambalata, permettra l'amélioration des recettes minières et l'évaluation de la quantité de bauxite qui sort de notre pays. Dès que l'échantillon est évalué, nous évaluons les droits et taxes de la douane. Sincèrement, c'est un outil que toute la Guinée va apprécier. Depuis que le CNRD a pris le pouvoir, la ligne conductrice qui nous a été donnée, c'était de savoir à minima ce qui sort de la Guinée. Et quand on parle de ce qui sort de la Guinée, on parle de deux choses, de la quantité et de la qualité. On veut que le laboratoire qui délivre les certificats à la douane pour sortir. Et qu'on peut travailler ensemble, faire tout ceci sans pour autant retarder les départs des bateaux, sans pour autant retarder leur processus. L'infrastructure est composée de 5 pièces, à savoir une salle de concassage, une salle d'analyse, une salle d'échantillonnage, une salle des matériels et une salle pour la douane. Pour la construction et l'équipement de ce laboratoire de Kamsar, plus de 15 milliards de francs guinéens ont été investis. Afin d'aboutir à la conformité aux normes ISO, la Direction générale du laboratoire national de géologie compte installer en début septembre d'autres équipements de dernière génération.
Comment protéger les sites d'orpaillage et réorganiser le secteur? Le candidat à la présidence de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, Ibrahim Kamara, en fait une préoccupation et propose des pistes de solutions. Vous le suivrez dans ce reportage de Moussa Komara. L'exploitation artisanale de l'or représente une part très importante des recettes fiscales de la Guinée. En l'absence de chiffres officiels, le secteur a une valeur économique de plus de 300 millions de dollars. Mais les conséquences écologiques sont à prendre au sérieux. Candidat à la présidence de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, Ibrahim Kamara a son idée pour atténuer l'impact environnemental. Moi, président, je ferai tout pour la restauration d'abord des sites qui ont été dégradés en Haute-Guinée et à Gawal. Et ces sites, quand vous partez les regarder, vous aurez la serre de poule. Ils ont dégradé l'environnement. Avant l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, c'est-à-dire on était dans un régime de laisser aller. C'est pourquoi moi je le qualifie de libérateur. Malgré une menace du report du scrutin, ce fin connaisseur du secteur dévoile toute sa stratégie. La lutte contre les conflits meurtriers sur les sites d'orpaillage et l'insécurité qui gangrènent cet écosystème sont affichés sur son tableau de réforme. Que cela soit clair pour tout le monde. Cette date-là, on ne va pas la repousser. La date-là est irrévocable. Le président Tidjane, il a posé beaucoup de jalons. Ça, il faut le dire. Même s'il y a des défis à relever, mais il faut le reconnaître. Moi, je ne suis pas égoïste jusqu'à ce niveau. Le président Tidjane, il a posé beaucoup de jalons. Ce que le président Tidjane a fait, si son prédécesseur l'avait fait, on n'allait pas se retrouver là où on est. En course pour la présidence de l'Union nationale des orpailleurs, 3 candidatures sont retenues. Les négociations se poursuivent pour ramener les 2 candidats recalés par la commission technique électorale de cette fêtière. Éducation avec la formation des formateurs du secondaire en didactique générale. Pendant 15 jours, d'intenses travaux des enseignants ont été outillés sur les notions pédagogiques. Ces séances de mise à niveau ont été pilotées par la Direction nationale de la formation continue et soutenues par le programme décennal de l'éducation. Abdoul Aziz Baldé. La formation des formateurs est un élément clé pour la qualification du système éducatif. Même en période de vacances, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction nationale de la formation continue du personnel enseignant, poursuit sa feuille de route pour mieux outiller les formateurs. Pendant 2 semaines, ces enseignants venus de 8 régions administratives du pays ont été initiés en théorie et pratique, notamment en biologie, chimie, physique et mathématiques. Vous savez, avant, on préparait des cadres ici pour aller former des gens en région. Mais cette fois-ci, nous voulons rapprocher les formateurs des enseignants qui sont dans le besoin. Comme ça, ils vont les former et puis ils vont les suivre de façon périodique. Comme ça, ils vont identifier facilement leurs besoins de formation pour nous permettre de les corriger. Le programme touche au total 250 formateurs régionaux dans 2 centres de regroupement, à savoir l'ISEC de Lambaye et ENI de Mamou. Durant les sessions, ils ont été encadrés par 24 formateurs avec plusieurs thématiques liées aux fiches techniques pédagogiques. C'est un outil qui va permettre tout simplement d'améliorer les conditions d'apprentissage dans nos salles de classe. Ces formations à l'élaboration des fiches techniques d'animation pédagogique que les enseignants, ces formateurs régionaux viennent de bénéficier, nous leur demandons tout simplement d'étendre ça sur toute le territoire pour que désormais les salles de classe en Guinée ressemblent tout simplement à un environnement d'épanouissement pour nos apprenants. Tous nos produits sont utilisés soit par le ministère de l'enseignement de la Fédération ou le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Donc à l'absence d'un partenaire, nous souffrons. Lorsque les enseignants sont bien formés, il va sans dire qu'on va bien former les élèves et nous tirerons profit parce que c'est des élèves bien formés qui vont nous arriver jusqu'au niveau supérieur. Avec la contribution du PRODEG, cette série de formations des formateurs doit se multiplier dans toutes les structures déconcentrées du pays. Culture avec la réunion de concertation des acteurs autour de la promotion des bonnes mœurs en Guinée. Une occasion pour l'Office de protection du genre et des mœurs d'interpeller chacun à veiller au strict respect et à la promotion de nos us, mœurs, coutumes, traditions et civilisations. Yaya Silla était de la partie. Suivez. C'est une première depuis des décennies d'organiser une telle réflexion
et de concertation sur l'avenir de nos mœurs et coutumes, aujourd'hui confrontés à la dépravation. Cette première réunion est organisée par l'OPROGEM, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, qui a voulu recueillir les avis et propositions de l'ensemble des acteurs concernés par le développement et l'épanouissement de la culture en Guinée. Il y a de cela plus d'une décennie, certains jeunes artistes orientent leurs chansons vers la description des parties intimes des femmes, la manière d'entretenir des relations intimes entre hommes et femmes, qui ne pourra qu'inciter des mineurs à la mise en pratique de ce qu'ils écoutent et regardent. C'est pourquoi nous enregistrons aujourd'hui beaucoup de cas de viol entre mineurs, souvent aboutissent à des grossesses non désirées, affectant dangereusement l'évolution scolaire des jeunes filles et garçons. Le tour de table des participants a donné des pistes de solutions à explorer afin de freiner l'attaque aux mœurs. En ce qui concerne nos mœurs, tout le monde doit s'impliquer par rapport à ça. On doit passer par la sensibilisation, sensibiliser les artistes par rapport au contenu, parce que c'est le contexte de notre pays. On ne peut pas se permettre de chanter n'importe quoi, surtout dans le cas de la Guinée. Ce que moi je donne comme conseil aux artistes, d'abord, c'est pour aller déclarer leur œuvre à partir du Bureau guinéen des droits d'auteur. Si l'œuvre est déclarée, il n'y aura pas de problème. C'est quand tu viens, il y a un service à partir du Bureau guinéen des droits d'auteur qui est chargé. Écoute, donc quand on écoute, si c'est possible, on peut te dire c'est possible, tu peux exposer. Si ce n'est pas possible, on te dira il faut censurer ça, c'est pas bon. Donc à partir de là-bas, tu n'auras pas de problème. La responsabilité parentale, le rôle de la nouvelle technologie et l'éducation formelle ont été pointés du doigt lors de cette rencontre. À présent, cet élément qui vient de nous parvenir, ouverture ce lundi de la cérémonie de présentation du document de programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026 au Conseil national de transition. Un débat d'orientation budgétaire qui consiste à impliquer l'ensemble des acteurs sociopolitiques et économiques dans l'élaboration du budget de l'État. L'autre objectif est de permettre à l'organe législatif d'avoir une visibilité sur les projets et programmes en cours d'exécution et en perspective. Abdoulaye Diallo nous fait le point. Le débat d'orientation budgétaire, une étape essentielle du processus d'élaboration du budget de l'État. Devant les conseillers nationaux, les ministres du pôle financier dévoilent les grandes orientations inscrites dans le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026. L'initiative consiste à établir un dialogue constructif entre l'exécutif et le législatif. Également impliquer en amont tous les acteurs de la vie nationale guinéenne à l'élaboration du budget de l'État. Le document de programmation budgétaire pluriannuel soumis à votre examen comprend 6 grandes parties, à savoir le développement macroéconomique récent et les perspectives économiques, l'exécution du budget à fin décembre 2022 et celui du premier semestre 2023, les perspectives budgétaires pour la période 2024-2026, les stratégies nationales et sectorielles, la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, ainsi que l'analyse des risques. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques afin d'accroître les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement, lesquelles permettront de répondre aux défis de soutien à l'activité économique, aux personnes les plus vulnérables et d'un investissement conséquent pour doter notre pays d'infrastructures structurantes de qualité. Initiant ce document, le gouvernement entend partager avec l'organe législatif de la transition les perspectives macroéconomiques et budgétaires durant cette période et recueillir les observations et recommandations pour élaborer un projet de budget qui prend en compte les préoccupations des citoyens. Les actions prioritaires sur les 3 années à venir devront permettre de rendre fonctionnels les organes de la transition tels que prévus par la charte, de prendre les dispositions législatives et ou réglementaires pour engager les réformes institutionnelles devant encadrer le retour à l'ordre constitutionnel et d'organiser des élections de la base au sommet. Les projets programmés sont le projet de construction des ambassades
chancellerie de Guinée pour 85 milliards, le projet d'acquisition de chancellerie, résidence de consulat pour 65 milliards, le projet d'équipement collectif des régions et préfectures pour 61 milliards, et le projet de construction et d'équipement du siège de l'Assemblée nationale, votre siège pour 15 milliards. Ce document, initié par le gouvernement, repose sur des hypothèses économiques réalistes et réalisables et qui sont conformes aux exigences relatives à la loi des finances initiale. À moyen terme, le gouvernement guinéen est résolument engagé en 2025 à appuyer la mise en œuvre de politiques macroéconomiques saines et de réformes structurelles clés pour soutenir une croissance économique plus élevée, plus diversifiée et plus inclusive. Ainsi, les perspectives de croissance à moyen terme tablent sur un taux moyen annuel de 6,4% sur la période 2024-2026. Cette croissance serait soutenue par l'ensemble des secteurs dont les contributions seraient respectivement de 32% pour le secteur primaire, 45% pour le secteur secondaire et 23% pour le secteur tertiaire. En dépit des contraintes internes et externes, les données du cadrage macroéconomique de l'économie guinéenne se sont révélées résilientes. La BCRG a privilégié la stabilité macroéconomique pour favoriser la dynamisation des activités économiques en Guinée. Ce qui s'est traduit par le maintien, lors de notre dernier comité de politique monétaire, du taux directeur et du taux du coefficient de réserve obligatoire à 11,5% et 15% respectivement. Je puis vous garantir que la Banque centrale, conformément à ses dispositions statutaires, mettra en œuvre toutes les mesures idoines pour adapter sa politique monétaire à l'évolution de notre économie, pour qu'elle retrouve et surtout qu'elle repasse au-dessus de son niveau potentiel de croissance. La mise en place d'une programmation pluriannuelle va, sans nul doute, contribuer à la pérennisation de cet objectif à travers le maintien d'un cadre macroéconomique viable pour une croissance soutenue et inclusive. Le débat d'orientation budgétaire offre l'opportunité aux conseillers nationaux d'avoir un œil circonspect sur les projets et programmes en cours d'exécution et ceux en perspective. Le débat d'orientation budgétaire servira de plateforme pour réaliser plusieurs objectifs cruciaux. L'audit des politiques publiques. Le gouvernement, en commun accord avec le CNT, évaluera en profondeur les politiques publiques actuelles pour identifier leurs performances, les points forts et domaines nécessitant des améliorations. Par exemple, il sera essentiel d'examiner l'efficacité des politiques de développement régional et d'éducation. En deux, l'évaluation de la gouvernance publique en utilisant comme référentiel le programme de référence intérimaire. Les commissions permanentes du CNT analyseront avec les cadres des départements sectoriels les mécanismes de gouvernance et l'efficacité des choix en termes de politique économique et sociale. Cela pourrait inclure la transparence dans les processus décisionnels et la lutte contre la corruption. L'accès du secteur privé national aux opportunités. La transparence, l'efficacité et l'efficience de la commande publique et la passation des marchés. 3. L'évaluation de la feuille de route gouvernementale. Le CNT évaluera la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement en examinant la réalisation des objectifs fixés et les progrès réalisés jusqu'à présent. Compte tenu de la haute portée de ce document, Dr Dansa Kourma invite l'ensemble des acteurs à plus de rigueur pour analyser profondément les grandes orientations inscrites dans cette programmation. Des travaux d'examen en commission et en intercommission sont prévus avant l'adoption du dit document. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonsoir et à demain.